Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici dans la salle des conférences du Sénat pour un nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre les travaux de la Haute Assemblée. Le Conseil constitutionnel va accueillir 3 nouveaux membres, Alain Juppé, Jacques Mézard et François Pillet. Et le Sénat a validé hier la candidature de Jacques Mézard et de François Pillet après les avoir auditionnés. Et je vous propose ce matin de revoir leurs auditions. Alors Jacques Mézard a été ministre de la Cohésion des Territoires au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il est sénateur du Cantal, président du groupe radical au Sénat, le groupe RDSE. Et il est avocat de profession, tout comme François Pillet qui est sénateur Les Républicains du Cher, et sa candidature a été proposée par le président du Sénat, Gérard Larcher. Je vous propose de suivre leurs 2 auditions. Nous procédons ce midi à l'audition de notre collègue François Pillet, qui a été pressenti par le président du Sénat en vue d'être nommé comme membre du Conseil constitutionnel. Nous procédons à cette audition en application des articles 13 et 56 de la Constitution. François Pillet serait appelé à succéder à Jean-Jacques Hyest, notre ancien collègue, ancien président de la Commission des lois du Sénat, en tant que membre du Conseil constitutionnel. Donc, vous le savez, François Pillet est ancien bâtonnier du barreau de Bourges. Il a été maire de Mehun-sur-Yèvre, dans le Cher, dans le Berry, devrais-je dire. Il est devenu sénateur le 17 décembre 2007 en remplacement de notre regretté collègue Serge Vinson. Et il a été ensuite élu en 2008, puis réélu en 2014. Vice-président de notre commission des lois, il a rédigé pas moins de 38 rapports législatifs et d'information sur des sujets aussi riches que le droit civil, la justice, la protection des données personnelles, la protection de l'enfance, la fin de vie ou les fiches S plus récemment. Il est également le rapporteur du groupe de travail du Sénat sur la révision constitutionnelle et il est également co-rapporteur des projets de loi constitutionnelle organique et ordinaire de réforme des institutions de notre pays. François Pillet, enfin juriste, garde une grande satisfaction de son travail de rapporteur de la loi de ratification de la réforme du droit des contrats. Et je suis sûr qu'il regrette de ne pas pouvoir mener à terme, s'il est désigné au Conseil constitutionnel, ses autres travaux sur la réforme du droit de la responsabilité civile, qui est une autre de ses spécialités. Ces travaux sont menés de concert avec notre collègue Jacques Bigot. Durant son mandat parlementaire, François Pillet s'est toujours attaché à défendre les libertés fondamentales, notamment lorsqu'il s'est opposé à ce qu'il avait appelé, je cite François Pillet, le fichier des gens honnêtes, en 2011. En 2017, il a d'ailleurs publié un très intéressant ouvrage intitulé « Le Sénat, gardien des libertés », qui a été préfacé par le défenseur des droits. François Pillet, je n'ai pas besoin de le souligner, est l'un des piliers de notre commission des lois, mais il est presque aussi l'incarnation de sa conscience institutionnelle, partageant un attachement viscéral au bicamérisme, avec un profond attachement à la défense des libertés, qu'elles soient locales d'ailleurs ou individuelles, et puis aussi à la rigueur du droit, à l'amour du beau droit, pourrait-on dire. Il préside depuis 2015 le comité de déontologie du Sénat, avec beaucoup d'autorité, reconnue, je crois, de tous. Cette audition à laquelle nous allons maintenant procéder fait l'objet d'une captation audiovisuelle. Elle est diffusée en direct et en vidéo à la demande sur le site internet du Sénat. Elle est aussi ouverte au public et à la presse. À son issue, nous allons voter à bulletin secret sur cette proposition de nomination. Les délégations de vote ne seront pas autorisées. Le président du Sénat, je rappelle la règle, ne pourrait procéder à cette nomination dans l'hypothèse où les votes négatifs au sein de notre commission des lois représenteraient au moins 3/5
des suffrages exprimés. Enfin, je veux souligner quel est le périmètre de l'examen de la candidature qui nous est proposée par le président du Sénat de François Pillet à cette fonction de membre du Conseil constitutionnel. La seule mission qui nous est faite est d'apprécier si le candidat a les qualifications nécessaires pour siéger au Conseil constitutionnel. Tous les éléments qui tiennent à sa vie personnelle, sa situation de patrimoine, relèvent exclusivement dans le droit actuel de l'autorité de nomination qui, de son côté, procède à un certain nombre de vérifications et, je le sais, avec une collaboration totalement transparente de François Pillet. Je tiens à le souligner parce que nous n'avons pas, nous, d'instruments d'investigation particuliers et nous avons une mission constitutionnelle qui est celle que je viens de définir. Je vous propose que nous laissions la parole à François Pillet dans un premier temps. Ensuite, mes chers collègues, vous pourrez, si vous le souhaitez, lui poser un certain nombre de questions. Chers collègues, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, l'objectif de cette audition est simple. Il faut aller droit au but. Il s'agit pour vous de décider si la proposition du Président du Sénat, Gérard Larcher, de me nommer membre du Conseil constitutionnel est justifiée. L'originalité de la situation tient certainement au fait que l'on me confie à moi la tâche de le démontrer. Afin d'y échapper, au moins partiellement, je compte finalement beaucoup sur vous pour décider ce que je devrais être, sachant vous-même ce que j'ai été, avant cette fois-ci moi-même de vous dire ce que je suis. Ce que je devrais être. On me demandera d'en prêter serment devant le Président de la République. Je devrais jurer de bien fidèlement remplir mes fonctions et de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, ainsi que de garder le secret des délibérations et des votes. Je le ferai sans crainte d'y faillir, parce que j'ai déjà dans ma vie prêté 2 fois serment, en m'engageant à respecter, à conserver certaines qualités qui sont directement en rapport avec les fonctions que vous me confierez peut-être au Conseil constitutionnel. J'ai prêté la première fois serment devant la Cour d'appel de Bourges pour exercer la profession d'avocat avec dignité, confiance, indépendance, probité et humanité. Je n'ai pas une seule fois dans ma carrière manqué à ce serment, je le dis parce que vous pouvez le vérifier. La seconde fois, c'était devant vous, tous, mes chers collègues, puisque c'était dans l'hémicycle du Sénat, quand j'ai juré et promis de bien fidèlement remplir mes fonctions de juge à la Cour de justice de la République, de garder le secret des délibérations et des votes, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. J'ai siégé à la Cour de la République. Je n'ai pas manqué à ce serment et il n'y manquerai pas dans l'avenir puisqu'il m'engage encore. Vous avez noté que le serment des membres du Conseil constitutionnel est le seul à faire expressément référence à l'impartialité. En ce qui concerne l'impartialité objective, il n'y aura pas évidemment de difficulté. En ce qui concerne l'impartialité subjective, celle-ci repose nécessairement sur la confiance. Vous aurez peut-être la conviction que je peux manifester cette qualité. Peut-être penserez-vous que dans les travaux que j'ai menés au Sénat, j'ai veillé, avant de me faire une conviction et de proposer une solution, à vous soumettre objectivement tous les éléments nécessaires à la sincérité de vos débats et à celle du débat collectif. Ce fut mon attitude lorsque je fus membre de commissions d'enquête, et en particulier lorsque je les ai présidées, et me semble-t-il lorsque j'ai exceptionnellement présidé votre commission des lois en l'absence de notre président Philippe Bas. Dans mes responsabilités de président du comité de déontologie du Sénat, j'ai peut-être pu aussi en donner la preuve. C'était d'ailleurs une exigence qui m'avait été très clairement exprimée par le président Larcher. Pour ce faire, celui-ci a d'ailleurs assuré et protégé ma totale indépendance. L'impartialité des membres du Conseil constitutionnel les oblige
à exercer une compétence strictement limitée et à ne jamais, si peu soit-il, faire la loi à la place du législateur. Je pense qu'au travers de ce que j'ai été, il n'y a peut-être pas de raison qui puisse vous faire douter de ma capacité à tenir cet éventuel futur serment. Mais il vous faut encore, j'en conviens sans doute, un peu plus d'assurance sur ce que plus profondément je suis. Je suis un homme libre et je ne changerai pas. Libre, mais avec des convictions que je n'abandonnerai pas. La conviction que la compétence du Conseil constitutionnel pour assurer avec vigilance la protection des libertés individuelles et publiques confère à ceux qui y siègent une responsabilité fondamentale. Mes opinions sont constantes, fermes, ancrées en moi. Je les ai suffisamment exposées dans nos différents débats pour qu'elles ne vous aient pas échappé. Dans un travail qui a été signalé tout à l'heure par le Président, j'ai même voulu, et pu, grâce à beaucoup d'entre vous et à beaucoup d'administrateurs, démontrer que l'idée d'un Sénat gardien des libertés n'est pas le monopole d'un groupe politique, mais la fierté de l'institution sénatoriale tout entière. Pour justifier de cette détermination à rester libre, j'ai choisi un exemple dont je suis heureux que le Président l'ait choisi aussi, qui pour moi aura certainement constitué un des moments forts, peut-être le plus fort, de mes interventions au Sénat, dans le cadre des rapports aux démissions qui m'ont été confiés. C'était en mars 2012, à l'occasion de l'examen de la proposition de loi sur la protection de l'identité. J'ai estimé qu'en organisant la création d'un fichier dans une structure technique permettant d'identifier toute personne à partir de ses seules empreintes digitales, le législateur porterait une atteinte grave aux libertés individuelles et en particulier à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ainsi, pendant tous les débats, je me suis fermement opposé à la mise en place de ce fichier que j'avais effectivement surnommé le fichier des gens honnêtes, au motif qu'il allait concerner la quasi-totalité de la population française. Le gouvernement de l'époque et son ministre de l'Intérieur bénéficiaient d'une majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Contre l'avis du gouvernement, le Sénat me suivit et refusa la création de ce fichier. L'Assemblée nationale, finalement plus obéissante, se soumit aux volontés du ministre de l'Intérieur. Et dans une décision du 22 mars 2012, dans des termes qui rappelaient très fortement ceux qui avaient été retenus par le Sénat, le Conseil constitutionnel déclara anticonstitutionnelles les dispositions afférentes à ce fichier comme portant une atteinte grave au droit à la protection de la vie privée. C'est pas tant d'avoir eu raison qui me procura une profonde satisfaction, mais bientôt, bien sûr, plutôt, d'avoir convaincu mes collègues. J'aime convaincre. Je porte une attention particulière et immédiate aux décisions que le Conseil rend sur ce point, la protection des libertés et des droits fondamentaux, étant évidemment sa principale et fondamentale mission. J'attends régulièrement, avec impatience, les décisions qu'il rend en ce domaine. Sur ces questions essentielles, je partagerai et attiserai, si nécessaire, la vigilance du Conseil constitutionnel. J'aurai également la préoccupation constante de rechercher l'équilibre nécessaire entre les libertés elles-mêmes, et puis surtout entre les libertés et l'action publique légitime. Dans la mesure, d'ailleurs, où nous parlons de liberté, peut-être pourrait-on employer un terme plus humaniste que celui d'équilibre et préférer celui d'harmonie. Harmonie des libertés. En revanche, c'est bien à l'équilibre qu'il faut s'attacher, avec une pesée attentive, lorsqu'il s'agit de préserver dans la procédure parlementaire les prérogatives de chaque assemblée. Dans ce domaine, j'ai exprimé mes convictions en qualité de rapporteur lors des débats du groupe de travail initié par le président Larcher sur les révisions constitutionnelles utiles à la France. Elles ont été retenues au sein d'un très large consensus et sur ce point, peut-être d'ailleurs une totale unanimité. Conviction enfin, et que vous attendez que j'exprime à nouveau, de protéger l'existence vitale pour notre démocratie et pour la vie de tous les territoires de collectivités locales réellement libres de s'administrer elles-mêmes. Certes, il ne s'agit pas de transformer la République une et indivisible en une fédération de collectivités locales. Pour autant, en ce domaine, qui peut contester que l'équilibre n'est pas atteint
et qu'à pas mesurer, des réformes rassurantes sont nécessaires, sans doute par la voie de précision constitutionnelle, dont peut-être je ne pourrai plus être l'acteur, mais dont certainement je serai guetteur de la portée. Conviction aussi que le bicamérisme est consubstantiel à la démocratie et au respect de ses équilibres. C'est le président René Mounoury qui disait, je cite, « 2 chambres, c'est 2 chances ». C'est effectivement 2 chances pour la protection des libertés, 2 chances pour l'expression démocratique, 2 chances pour la qualité de la loi et 2 chances pour la représentation des territoires et de leurs habitants. En conclusion de ce que je devrais être et de ce que je suis, libre, fidèle à mes convictions, je serai impartial dans l'analyse de la volonté du constituant. S'il m'est impossible de vous donner l'assurance d'une compétence actuellement totalement éclairée en droit constitutionnel, j'apprendrai, et s'il était, vous le comprendrez, un peu difficile pour moi d'inventorier des qualités que vous n'auriez pas préalablement identifiées, il m'est en revanche aisé de prendre publiquement l'engagement de respecter ce que je devrais être. Et pour éclairer votre jugement, je ne veux rien vous dissimuler de ce que sera ma conduite, je ne crois pas pouvoir faire mieux en faisant mienne cette devise, qui pourrait d'ailleurs être celle du Sénat, qui d'ailleurs est portée par tradition orale par notre président Gérard Larcher. Cette devise, c'est « jamais non par idéologie, jamais oui par discipline ». Voilà. Et voilà une conclusion qui me réjouit beaucoup, chers collègues. Mais à ce stade, je n'ai pas porté d'appréciation et je vais laisser la parole à nos collègues qui voudront, pour certains d'entre eux peut-être, vous poser des questions. Je vois que la main de Madame Jourda s'est levée en premier. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question effectivement pour Monsieur Pinet, mon cher collègue. Vous avez parlé d'indépendance et nous savons que vous y êtes attaché au point de ne jamais avoir succombé à un parti politique. Vous avez parlé de liberté, que vous aimez aussi au point d'en avoir écrit un livre, et je pense surtout à la liberté d'expression vous concernant. Et puis vous avez parlé de votre amour pour le pouvoir de conviction que vous pouvez déployer, ce qui est tout à fait normal en tant qu'ancien avocat. Comment tout cela est-il compatible avec l'obligation de réserve qui va s'appliquer à vous très prochainement ? Je reconnais que votre question a suscité en mon fort intérieur, avant même la réunion de cette commission, certaines réflexions. En cause, en particulier, la situation actuelle de notre société. Pendant toute la période des vœux, je n'ai cessé dans mes interventions d'appeler les républicains et les démocrates à se montrer et à rappeler combien les principes fondateurs de notre République et de son fonctionnement étaient protecteurs de la démocratie et finalement du bien-être commun. Je constate, tout comme vous, que face à la montée de populisme sociologiquement mortifère, il est sans doute aujourd'hui nécessaire qu'outre toutes les tâches qui peuvent être celles des élus, ceux-ci s'assignent une autre noble mission, celle de réenseigner la démocratie. Plus que tout autre en ce domaine, j'aime aussi convaincre. D'ailleurs, ne serait-il pas nécessaire de savoir comment nos concitoyens, peut-être depuis leur plus jeune âge, pourraient être conduits à une meilleure connaissance de notre Constitution ? Après tout, la Constitution, ce n'est pas un code, c'est un pacte qu'on écrit avec l'encre des traités de paix. C'est notre pacte fondamental, c'est tout ce qui nous lie, tout ce qui nous rassemble. Alors, 89 articles, ça peut certainement s'enseigner de manière synthétique, adaptée à tous les âges. Et finalement, si vous pensez comme moi, que l'adage qui consiste à dire que nul n'est censé ignorer la loi est tout de même devenu un peu incantatoire, voire surréaliste, peut-être pourriez-vous admettre avec moi qu'il serait possible de faire en sorte que réellement nul ne soit censé ignorer la Constitution. Est-il totalement, dès lors, inenvisageable qu'un membre du Conseil constitutionnel puisse participer à cette œuvre purement pédagogique ? S'il en est nécessaire, je poserai la question au président du Conseil constitutionnel. En tout état de cause, je vais répondre avec clarté, fermeté à votre question. Je respecterai scrupuleusement
mon devoir de réserve, ne serait-ce d'ailleurs que parce que c'est en toute liberté que j'aurais accepté d'y répondre et de m'y astreindre. Et puis pour aller un petit peu plus loin et d'être définitivement clair, si à raison de renoncements successifs, de modifications insidieuses, d'évolutions ou bouleversements dramatiques, le texte constitutionnel m'obligeait à transiger, a fortiori à renoncer, à mes convictions sur les sujets fondamentaux des libertés, de la vitalité démocratique des collectivités locales, de l'équilibre des pouvoirs et du bicamérisme, je renoncerai certainement à poursuivre mes fonctions pour retrouver mon entière liberté, et en particulier celle, dans cette très funeste hypothèse, de reprendre le combat républicain. Merci, cher collègue. Madame Eustache-Beugnot. Merci de me donner la parole. Juste une question. Nous vivons dans des périodes un peu troublées depuis quelques mois avec la remise en cause de notre socle commun, ou en tout cas d'un certain nombre d'institutions ou de modes de fonctionnement de la démocratie. Enfin, on voit bien ce qu'on entend semaine après semaine depuis novembre, chaque samedi. Et je voulais avoir, chers collègues, votre analyse, votre sentiment, votre point de vue sur quelque chose qui revient régulièrement, ce fameux référendum d'initiative citoyenne. Voilà une question, pour ne pas y répondre, je pourrais me réfugier déjà vers l'embryon d'obligation de réserve qui devrait être la mienne. Pour autant, je pense pouvoir répondre néanmoins à certains points. La Constitution prévoit la possibilité d'être révisée, article 89, dernier article de la Constitution, ne pose pas tellement de difficultés pour ce référendum. La Constitution dit bien que le peuple s'exprime par ses représentants et par le référendum. Et elle ouvre un peu déjà la possibilité de ce qu'on appellerait la démocratie directe. Il existe un autre référendum, article 11, qui fait beaucoup parler, avec 2 sous-rubriques. Le premier, sur lequel la doctrine n'est pas tout à fait d'accord, mais dont il semblerait que maintenant on imagine qu'on ne puisse pas se passer de l'avis du Conseil constitutionnel pour autoriser ce type de référendum. Le second, c'est pas le RIC, c'est le RIP. C'est-à-dire, c'est le référendum d'initiative partagée. Ce référendum, qui est intervenu, comme vous le savez, en 2008, portait déjà en lui un peu une réponse. Il faut reconnaître que cette réponse n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Le mode de saisine, 5% des parlementaires, 10% du corps électoral, fait que c'est un référendum qui ne peut pas parfaitement répondre à une aspiration légitime du peuple qui veut se faire entendre. Sur ce point, peut-être y aura-t-il des aménagements à faire pour que ce RIP s'ouvre un peu plus. Maintenant, sur le RIC, moi je vais me réfugier derrière les excellentes images du président Bas lorsqu'il parle de ce référendum. Il faut se méfier du référendum. Il faut se méfier du référendum parce que quel champ d'action lui donnons-nous? Quand signifie-t-il quelque chose si pas assez d'électeurs se sont déplacés? C'est une étude extrêmement précise, pesée, qu'il faudra faire si l'on veut introduire ce type de possibilité de référendum dans la Constitution. Pourquoi? Parce que le référendum, et là je cite le président Bas, le référendum c'est oui ou non, c'est blanc ou noir, le débat parlementaire c'est multicolore. Donc vous voyez que sur ce point, j'attendrai avec impatience ce que vous déciderez. Je ne veux pas déborder par ma réponse à certains points de votre question, mais il y a d'autres solutions. Et je vois en face de moi à notre collègue Bonnecarrère, il y a certainement beaucoup d'autres solutions sur des procédures qui sont tombées en désuétude, qui pourraient être le droit de pétition. Enfin, nous aurons sûrement l'occasion, vous aurez sûrement l'occasion de redécider de ces choses extrêmement importantes. Merci, chers collègues, de donner ainsi une forme de publicité
à des appréciations de daltonien. Madame de La Gontrie. Merci, Monsieur le Président. C'est évidemment très particulier de voir aujourd'hui procéder à cette audition de l'un de nos collègues et de l'un de nos collègues de la Commission des lois. Et pour ma part, bien que le connaissant depuis quelques mois, j'ai évidemment apprécié ce qu'il a indiqué, c'est-à-dire à la fois sa liberté, sa rigueur, sa compétence. Bien. Néanmoins, deux choses, une remarque et une question. La remarque, c'est l'interrogation qui est la mienne, et je pense qu'il doit être la nôtre, de penser qu'on peut passer de la qualité d'élu, et donc nécessairement partisan, à la qualité de juge impartial. Je suis convaincu de la capacité intellectuelle de cette transformation. Elle est quand même assez particulière, et je pense qu'il faudrait veiller, lors des nominations au Conseil constitutionnel, à ne pas alimenter cette hypothèse. Vous concernant, étant donné votre liberté, du coup, évidemment, je me rassure. Mais je voulais vous interroger sur un autre point. Le président du Conseil constitutionnel a, il y a peu de jours, indiqué, lors d'une interview, je crois, que vraisemblablement, voire même quasi certainement, le Conseil serait saisi de ce qu'il est communément appelé la nouvelle loi anti-casseurs. De ce fait, vous avez été amené, au sein de la Commission des lois notamment, à vous pencher sur ce sujet, à vous exprimer sur ce point. Et donc je voulais savoir comment, dans l'avenir, vous entendiez aménager, gérer cette transformation de votre rôle et donc être amené à juger d'un texte pour lequel vous avez, au sujet duquel, pardon, vous avez pris parti, au-delà de prendre position, pris parti. Alors, Jean-François Pilet. Merci beaucoup. Dans votre question, il y a toute la difficulté de l'avocat qui le reste et de l'avocat qui devient juge. Mais dans les deux cas, il y a une déontologie qui surplombe cette situation. Et sous réserve, je pense, de me le faire uniquement confirmer par le président du Conseil constitutionnel. Je vous dis très clair ici qu'il est hors de question que j'affaiblisse personnellement une décision du Conseil constitutionnel en participant à une décision sur un texte que j'aurais voté, a fortiori sur un texte que j'aurais amendé, et a fortiori sur des articles qui seraient de ma plume. Donc, rassurez-vous, sur ce point, j'utiliserai quelque chose qui n'existe pas, me semble-t-il d'ailleurs, au Conseil constitutionnel, mais c'est le registre des déports. Merci, je crois que c'est très important, ça, cette garantie que vous nous apportez. Je donne la parole à Madame De Romédy. Merci, Monsieur le Président. J'aurais souhaité avoir votre avis sur la présence des présidents de la République au Conseil constitutionnel. Oui, c'est une question. Merci, Jacques De Romédy, de cette question qui agite d'ailleurs les propositions de modification constitutionnelle. Sur l'histoire, il semble bien que le fait que les président de la République soit devenu membre de droit du Conseil constitutionnel visait à leur conférer encore une certaine visibilité après la fin d'un mandat tout de même prestigieux. Je crois que le premier cas, c'était René Coty. Je crois même que ce n'est pas forcément si choquant que ça. Je m'explique. Pourquoi ? Parce que qui mieux qu'un président de la République qui a fait fonctionner, fait respecter la Constitution, pourrait juger de la force de celle-ci et de la protection de celle-ci. N'oublions pas, article 5 de la Constitution, le président de la République, il est garant du respect de celle-ci. On pourrait considérer que parfaitement, il puisse rester garant au sein du Conseil constitutionnel. Mais il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Premièrement,
peut-être le fait que les présidents de la République, désormais, font au mieux 10 ans de mandat. Les derniers exemples nous ayant d'ailleurs démontré que beaucoup n'ont fait qu'un mandat. Ce qui fait que d'une manière totalement mécanique, nous pourrions nous retrouver avec des présidents de la République assez jeunes, ou avec des présidents de la République dans une santé parfaite, avec un Conseil constitutionnel où il y aurait plus de présidents de la République que de membres du Conseil constitutionnel. C'est évidemment une visibilité qu'il ne faut pas admettre, qu'il ne faut pas garder, et je crois d'ailleurs que sur ce point, il y a un consensus qui fait que si une modification constitutionnelle se présente à l'horizon, en ce domaine, elle ne posera pas de difficulté. J'entends bien l'argument, chers collègues, sur cette perspective horrifique de voir un nombre très élevé d'anciens présidents de la République finir par dominer le Conseil constitutionnel. Mais si nous voulions aller dans ce sens, il faudrait raccourcir encore le mandat présidentiel ou peut-être celui des membres du Conseil constitutionnel. Parce que sinon, ça va prendre longtemps quand même. Oui. Je vous avoue que le mandat des membres du Conseil constitutionnel, dont on peut comprendre d'ailleurs pourquoi il est justifié, puisque les 3 autorités désignantes désignent par tiers, donc on se retrouve comme autrefois le Sénat, avec un mandat de 9 ans, ce qui me porte à un âge où je confesse qu'après celui-ci, je n'ai pas de visibilité. Merci de votre réponse. Monsieur Philippe Bonnecarrère. Oui, merci Monsieur le Président. Au risque de vous décevoir, je n'ai pas de questions à poser à Monsieur François Pillet. Tout simplement parce que la désignation d'un membre du Conseil constitutionnel lui confie la responsabilité de veiller sur une disposition qui est essentielle pour notre corps social, pour notre pays, et dont, à tort ou à raison, je considère qu'elle est très clairement une force pour notre pays au regard de son histoire assez complexe. Et c'est vraiment une réussite remarquable que la Ve République ait pu nous donner une constitution aussi robuste. Si cette constitution est robuste, c'est parce que elle est apolitique et intemporelle. Et son examen et son contrôle me paraît relever de cette double caractéristique apolitique et intemporelle. Et dans le choix d'un membre du Conseil constitutionnel, il y a bien sûr une dimension de savoir au sens juridique, et personne ne vous contestera, en tout cas je ne vous contesterai en aucun cas d'avoir cette connaissance, ce savoir. Il y a aussi une autre forme de savoir qui est un savoir sur la société. Et votre parcours, votre expérience, qu'elle soit professionnelle ou celle de l'élu, vous donne. Il y a une dernière dimension qui est peut-être pour moi la plus importante, qui est une forme de savoir-être. Quand je dis savoir-être, je ne fais pas référence au mode de vie en société ou à la politesse, même si ceci n'est pas non plus interdit. Mais dans le savoir-être, il y a pour moi surtout une aptitude au recul sur les choses, sur les hommes. Et je crois que votre parcours dans cette maison, et en particulier dans la commission des lois, nous a largement démontré que vous aviez foncièrement en vous cette modération, cette pondération et cette aptitude au recul. Et je voulais donc très simplement, plutôt que de formuler une question, vous exprimer la conviction que vous seriez un excellent membre du Conseil constitutionnel. Ça n'est pas nécessaire. Bon, alors, Madame Mercier. Merci, Monsieur le Président. Mon cher collègue, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour votre élégante plaidoirie de tout à l'heure. Vous remercier également d'avoir su nous faire partager vos connaissances nombreuses et précises au sein de la Commission des lois. Je peux vous avouer qu'on attendait toujours vos réparties malicieuses et que là maintenant je vais attendre avec une certaine gourmandise la réponse que vous allez me faire concernant cette question. L'article 1 de la Constitution, 2 points. La loi favorise l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Le Conseil constitutionnel est-il soumis à cette disposition ?
Oui, ma chère collègue, la question est malicieuse. La question est malicieuse. Oui, le Conseil constitutionnel ne me paraît pas soumis à cette obligation, comme d'ailleurs le gouvernement n'est pas soumis. Comme d'ailleurs, lorsque un président de juridiction compose son tribunal, il n'y est pas soumis. Comme d'ailleurs dans un jury d'assises, il n'y est pas soumis. Donc le Conseil constitutionnel, effectivement, n'est pas soumis. Mais le hasard, dont je crois qu'en l'espèce, ce n'est pas forcément lui, fait bien les choses. Parce que finalement, lorsqu'on regarde, 9, d'abord vous avouerez que pour faire la parité parfaite avec 9, on prend des risques. Mais notez bien que le président Laurent Fabius a devant lui 4 hommes et 4 femmes. Et qu'après les modifications qui seront apportées dans les jours qui viennent, ça n'y changera rien. Bien, pour le moment, en tout cas, c'est bien. Je vous remercie de cette réponse. Monsieur Sutour. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je pourrais poser la même question que mon collègue Bonnecarrère, mais si vous le permettez, j'en ajouterai une autre. Nous avons eu dans notre commission un certain nombre de membres du Conseil constitutionnel. Certains l'avaient été avant de venir au Sénat et d'être membre de la commission des lois, et certains l'auront été après. Parmi ceux qui l'ont été avant, figure notre ancien collègue Robert Badinter, aux côtés duquel j'ai eu le plaisir et l'honneur de siéger 13 années. Alors, ma question sera la suivante. Robert Badinter disait souvent, lorsqu'on abordait le Conseil constitutionnel et les nominations, que lorsque l'on était nommé au Conseil constitutionnel, le premier devoir que l'on avait était le devoir d'ingratitude. Je voudrais savoir ce que vous inspire cette phrase. C'est une très belle formule, et ne m'étonne pas d'ailleurs du président Badinter. Ingratitude, ça veut sans doute dire se libérer des autres. Alors, nous revenons à la liberté. Il n'y a pas trop de difficultés sur ce point. Puisque vous évoquez le président Badinter, je dois vous dire que ça aussi, c'est un grand moment de mon entrée au Sénat. Car lorsque je suis entré pour la première fois dans la salle de la commission des lois, j'ai vu évidemment, à ma gauche en entrant, le président Badinter. Je suis allé le voir avec l'émotion, la modestie et peut-être un peu le stress que vous imaginez, pour non pas me présenter à lui, mais lui rappeler que nous nous connaissions, puisque j'avais eu la chance, lorsque j'étais avocat, d'être élu président des entretiens de Nanterre, qui était une grande sortie intellectuelle du barreau. Et étant président des entretiens de Nanterre, j'avais eu, imaginez tout de même, l'honneur de diriger le président Badinter dans des débats qui avaient lieu à l'époque dans la salle de la première chambre de la Cour de cassation. J'ai bien d'autres souvenirs avec le président Badinter, et si vous me parlez tout à l'heure de la Cour suprême, je vous les dirai. Merci de votre réponse. Madame Di Folco. Merci, Monsieur le Président. Oh, peut-être une petite anecdote. J'espère, chers collègues, que vous ne m'en voudrez pas. Je ne suis pas juriste. Madame Mercier, ma collègue, n'est pas juriste non plus. Et un jour, lors de la commission des lois, vous avez rapporté un texte qui était très, très pointu, très technique. Et nous avouons toutes les deux, humblement, que nous n'avions pas compris grand-chose. Et à votre retour à votre siège, nous vous avons dit, cher François, nous n'avons pas compris grand-chose. Et votre réponse a été celle-ci, eh bien, je n'ai pas été bon, la prochaine fois, je ferai mieux. Voilà un trait de votre personnalité que je pense nous pouvons tous apprécier. Merci en tout cas pour tout ce que vous m'avez donné et tout ce que vous m'avez appris. Et c'est bien modeste parce que j'aurais pu apprendre encore plus. Une petite question simplement.
quelle est la décision du Conseil constitutionnel qui vous est apparue la plus novatrice? Dans de réunions, d'auditions, vous avez toujours et très souvent entendu le questionné répondre au questionnant « Je vous remercie de votre question ». Il n'est pas certain que je vous abreuve d'un déferlement de remerciements. Pourquoi? Parce que quelle est la décision du Conseil constitutionnel? Vous m'en d'abord une qui m'aura marqué le plus. Bon, alors, on va essayer de trier, évidemment, une qui intervient dans le domaine des libertés, de la protection des libertés individuelles, libertés publiques et droits fondamentaux. À chercher, il y en a évidemment beaucoup dans ce qu'on appelle les décisions de conformité. Mais peut-être que les plus importantes sont arrivées par l'intermédiaire de la QPC. Et finalement, il faut que j'en trouve une, je vais prendre une décision récente du Conseil constitutionnel qui me paraît être, qui a été à mes yeux très novatrice. Elle est de 2018, mais je ne me souviens plus exactement, je pense que c'est juillet 2018, lorsque le Conseil constitutionnel a ajouté parmi les principes constitutionnels dont il entendait s'assurer du respect, la troisième partie de notre devise républicaine, c'est-à-dire la fraternité. C'était une décision qui a fait réagir les médias. Et une réaction qui démontrait assez nettement que certains médias n'avaient pas parfaitement lu cette décision. Cette décision est très équilibrée. Elle laisse, dans le champ républicain, dans le champ de la Constitution, la possibilité de fraternité, que d'autres appelleront la charité, la solidarité, comme vous voulez, mais la fraternité. Mais le Conseil constitutionnel dit bien que cette action de fraternité ne doit jamais venir entraver ce qu'a pu décider le législateur pour protéger l'ordre public. Et dans cette décision, le Conseil constitutionnel dit bien que la fraternité qui aurait consisté à faire passer la frontière à un migrant qui n'aurait pas été en situation régulière venait à l'aider à créer l'infraction, ce que le Conseil constitutionnel a considéré comme ne devant pas être protégé. Il n'a protégé que la possibilité de fraternité, c'est-à-dire aider celui, à la limite, dont on ne sait pas s'il est migrant ou s'il est autre chose, mais en tout cas, la fraternité est très encadrée. Mais puisque je dois choisir une décision, je vais prendre celle-là, parce qu'elle me paraît tout de même avoir une signification très forte et dont vous avez compris qu'elle ne me déplaît pas. Merci de cette réponse. C'est en effet très impressionnant qu'il ait fallu attendre si longtemps après qu'il était attaché des conséquences au principe de liberté et au principe d'égalité pour que le principe de fraternité prenne une dimension constitutionnelle positive. C'est très intéressant. Madame Françoise Gatel. Merci, Monsieur le Président. Puis-je vous dire, Monsieur Pilet, encore aujourd'hui, chers collègues, je voudrais tout d'abord, en écho à ce qui a été dit par certains de mes collègues, vous dire l'interrogation qui a été la mienne sur les compétences requises pour le poste qui vous attend. Alors, il y a quelques mots et ensuite, naturellement, je me suis interrogée sur l'adéquation de l'image que j'avais de vous avec cette exigence. Et 4 mots me sont venus à l'esprit et je les ai tout à la fois trouvés dans la définition que je me faisais d'un éminent membre du Conseil constitutionnel et de ce que vous étiez apparu être pour moi à la commission des lois. Donc le mot de conscience, d'abord, le mot de liberté, le mot de compétence
et le mot de sagesse. Ce sont pour moi les qualités que vous aviez comme sénateur et je crois qu'elles peuvent être extrêmement utiles et pertinentes là où vous pourrez sans doute aller. J'ai 2 questions ensuite qui sont assez rapides. Je voudrais me faire écho de propos qui parfois me perturbent, moi qui ne suis pas juriste dans nos débats. J'entends parfois au Sénat certains de nos collègues regretter en quelque sorte la domination de l'interprétation a priori que nous faisons d'un avis qui serait celui du Conseil constitutionnel, alors même que nous ne l'avons pas souhaité, pour nous censurer, disent certains, dans la fabrique de la loi. Donc ma question est la suivante. Le Conseil constitutionnel, pour certains, freinerait-il l'allant du législateur? Et la deuxième question fait un peu écho à la remarque de notre collègue Bonnecarrère. On a entendu ces temps derniers certains étonnements sur une présence trop forte, disent certains, de politique au Conseil constitutionnel au détriment de la présence de juristes. Donc moi je ne partage pas cette question, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus, considérant pour ma part, je crois qu'il est extrêmement intéressant, comme l'a dit notre collègue Bonnecarrère, que nous ayons aussi un parcours d'élus qui puisse permettre d'accéder au Conseil constitutionnel pour éclairer celui-ci, la Constitution étant avant tout, je crois, un projet politique et un projet de société. Je vous remercie. Merci beaucoup. Votre première question. Le Conseil constitutionnel a certes la charge de faire respecter la Constitution, mais le début de l'examen de la constitutionnalité des lois, c'est vous, c'est nous. C'est nous qui aussi avons la charge de ne pas vouloir en quelque sorte violer le Conseil constitutionnel lorsqu'une solution a été donnée, et je pense que ça fait partie de notre sérieux que de nous soumettre à une décision du Conseil constitutionnel, même si celle-ci ne nous provoque pas une joie intellectuelle considérable, c'est de la responsabilité des parlementaires de le faire. Il y a multiples étages pour protéger la Constitution. Le juge judiciaire, protection des libertés. Il y a le président de la République, je l'ai cité. Il y a vous, nous, les parlementaires, au premier stade. Il y a depuis 2008 le défenseur des droits. Et puis il y a le Conseil constitutionnel. Mais nous avons tous en charge de faire respecter ab initio la Constitution. Pour le reste, votre deuxième question, que vous cernez sur quelques éléments médiatiques récents. Je devrais non pas me fixer dans une obligation de réserve, mais dans un calme olympien. Pourtant, il est exact que lorsque j'ai entendu qu'au Conseil constitutionnel, il n'y avait pas de juristes, et que ceux qui allaient y venir n'étaient pas des juristes, je me suis d'abord posé la question de savoir si sur le plateau il y avait des journalistes. Parce que, tout de même, la composition actuelle du Conseil constitutionnel, tous, toutes, ont fait des études juridiques profondes, ont quelquefois été des praticiens en domaine. Il y a tout de même, à ma connaissance, 2 anciennes premières présidentes de cour d'appel au Conseil constitutionnel. Les autres, regardez leur parcours. Alors, ce sont des parcours intéressants, parce qu'il faut aussi que ce soit varié. Il ne faut pas que ce soit un cénacle de juristes un peu asséchés. Il faut qu'il y ait une variété de ceux qui interviennent. Mais tous ont été jurés. Et ceux qui arrivent, en tout cas, qui peuvent arriver de la part du Sénat, je ne vois pas qu'au bout de plus de 40 ans d'exercice, certes, on peut être des juristes moyens, de mauvais juristes, on a quand même fait du droit pendant plus de 40 ans, et ici on en a fait pendant un certain temps. Donc ne cédons pas
à la peur d'informations non vérifiées et qui traduisent sans doute un manque de déontologie normative dans les médias. Monsieur François-Noël Buffet. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire à notre candidat que je réserverai mes compliments pour la sphère privée, même s'ils se traduiront préalablement par un vote. Peut-être... comment ? Secret par ailleurs. Ben, écoutez, à l'heure de la transparence, c'est justement l'objet de ma question. Le vote est secret, mais il n'est pas interdit de le dévoiler. Mais personne n'a le droit de connaître le vote de notre collègue s'il ne le dévoile pas. C'est bien ça. Absolument. Oui, j'ai bien compris. Je partage totalement votre analyse juridique précise, Monsieur le Président, mais je n'en doutais point. Une question qui relève de cette volonté que nous avons tous de ce contradictoire auquel nous sommes attachés et en même temps de cette volonté de transparence parfois exagérée, mais qui laisse entendre aujourd'hui qu'il faudrait que le Conseil constitutionnel publie l'ensemble de ses décisions et qu'au-delà de ce principe, en particulier les opinions, les avis divergents, dissidents ou les opinions divergentes soient également rendues publiques. J'ai une interrogation réelle, moi, sur le fond, sur ce point-là. Vous allez avoir une réponse réelle, ferme. Le Conseil constitutionnel, ce n'est pas une troisième chambre où se poursuit le débat. C'est un endroit où se tranche une question. Et personnellement, je vous indique que je suis totalement opposé à la publication de ces opinions divergentes ou divergentes. Pourquoi ? Mais parce qu'elles vont affaiblir le secret du délibéré. Elles vont affaiblir notre indépendance. Et puis en plus, si vous voulez, la décision, quand elle est rendue, elle est une. Et elle ne peut pas, après, être affaiblie par la continuation du débat. Donc, ma réponse est très claire, c'est non. Merci, elle est en effet très claire. Madame Troendlé. Merci, Monsieur le Président. D'abord, j'aimerais remercier notre Président, Monsieur Gérard Larcher, d'avoir soumis à notre vote ce jour la candidature de Monsieur François Pilet. Pour moi, il est un éminent juriste, pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'admiration, tout simplement parce que ses qualités d'écoute sont remarquables, mais également pour, et il nous l'a dit dans sa présentation, sa grande capacité à sauvegarder cette liberté qu'il a amenée à plusieurs reprises déjà à, pour moi, s'ériger en véritable défenseur des libertés fondamentales. Alors, ma question, si je puis me permettre, concerne le travail, le volume de travail infligé aux membres du Conseil constitutionnel. Ces travaux ont pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, puisque nous avons rajouté à la saisine des parlementaires la possibilité de saisine du Conseil constitutionnel par le biais des QPC, des questions prioritaires de constitutionnalité. Et ce n'est pas parce que j'ai peur que vous pourriez vous ennuyer, mais ma question est la suivante. Il y a des pays, dont un sûr, qui finalement autorisent tout citoyen à saisir le Conseil constitutionnel par un biais qui est encadré, filtré un petit peu comme les QPC. Que pensez-vous de cette possibilité ? Là aussi, je vais répondre de manière très claire. On est arrivé à un équilibre. On est arrivé à un équilibre avec la QPC qui est en quelque sorte un peu déjà filtrée par les juridictions de première instance, d'appel et de cassation. Le Conseil constitutionnel, il a eu une évolution particulière sur 3 dates. On va prendre 3 dates. 1971, à l'initiative d'Alain Poher, qui, sur une question posée au Conseil constitutionnel, va permettre à celui-ci, en quelque sorte, de découvrir sa compétence. Il va découvrir que son champ de compétence va à ce qu'on appellera après le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme,
qui viendra après le protocole de 46 et après la charte de l'environnement. Le Conseil constitutionnel va peu à peu s'ériger comme une juridiction. Comme une juridiction. Et le point maximum, c'est 2008, lorsqu'on va permettre, je reviens à votre question, je n'ai pas oublié, va permettre à toute personne de poser une question de constitutionnalité, sauf à ce qu'elle soit sérieuse. Quand la réforme a été votée, je ne vous cache pas qu'à titre personnel, mais je dis, mais pourquoi ne laisse-t-on pas au Conseil constitutionnel le soin de filtrer lui-même les recours qui lui sont donnés? Et puis moi, je constate qu'à la pratique, ça fonctionne bien, que les tribunaux saisissent le Conseil constitutionnel de QPC qui sont sérieuses et que ça fonctionne bien. Donc, je ne pense pas qu'il faille faire du Conseil constitutionnel le réceptacle de toutes les questions qui risquent pour certaines d'ailleurs d'avoir des fondements raisonnables un peu légers, le réceptacle de toutes les questions des citoyens. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est arrivé à un système parfaitement équilibré et je réponds dans un deuxième temps à votre question, je ne pense pas, en revanche, qu'il faille que le Conseil constitutionnel devienne ce qu'on pourrait considérer comme une Cour suprême, c'est-à-dire un fondu de la Cour de cassation, du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. Notre système français fonctionne bien. Il est équilibré. On ne touche pas aux équilibres. Alors après, il y a une question de nomenclature. Et là, je vais vous reparler du président Badinter. J'ai eu la chance, effectivement, d'être présent au moment de la modification constitutionnelle de 2008. C'était tard ou tôt. Je pense que c'était plutôt tôt. Vers 1h du matin, dans l'hémicycle, le président Badinter a présenté un amendement tendant à ce que le Conseil constitutionnel soit nommé Cour suprême. Les débats n'ont peut-être pas pu, compte tenu de l'heure, être à la hauteur de ce qu'ils auraient dû être. Toujours est-il que cet amendement a été repoussé. Mais qu'importe. Si le Conseil constitutionnel a les compétences que nous lui souhaitons, que nous lui reconnaissons, et qu'il les exerce, qui s'appelle Conseil constitutionnel ou Cour suprême, ça n'a pas beaucoup d'importance, si ce n'est pour moi un petit aspect qui est évidemment un défaut de moi-même. Je considère que Conseil constitutionnel, il y a un parfum français. Cour suprême, il y a une odeur américaine. Je préfère Conseil constitutionnel. Merci de votre réponse, Madame Canaillet. Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne rajouterai pas, parce que nous sommes nombreux ici à être convaincus, cher François Pillet, que vous êtes l'homme de la situation et que vous saurez avec brio, grâce à votre pensée toujours précise et vos raisonnements toujours aiguisés, assurer le respect de manière fine et progressive de notre norme supérieure. Alors, vous avez déjà partiellement répondu à ma question, néanmoins, puisque votre qualité première est celle reconnue et d'être un homme libre. Cette liberté elle ne pourra s'exercer qu'au sein d'une autorité véritablement indépendante. Et donc ma question portait sur le fait de savoir si effectivement le Conseil constitutionnel avait les qualités d'une juridiction, à l'instar de la Cour suprême américaine, mais vous venez d'y répondre, et si c'était véritablement une autorité indépendante qui vous permettra d'assurer votre liberté. Ah oui, alors là, j'ai une réponse très très ferme. Le Conseil constitutionnel l'a montré à plusieurs reprises. Je vais prendre un exemple. Un exemple fiscal. Lorsque il déclare anticonstitutionnel sur une QPC récente le supplément de taxation de 3% de certains bénéfices taxables sur des sociétés mères, il ennuie considérablement le ministre chargé de faire le budget parce que ça a une conséquence budgétaire considérable. Il montre sa liberté systématiquement, mais il montre aussi sa responsabilité lorsque il donne le temps au législateur de corriger et d'aménager l'inconstitutionnalité qu'il a dégagée. Non, je pense effectivement que le Conseil constitutionnel est
parfaitement libre. Je m'y sentirai parfaitement libre, j'y serai libre, indépendant, je resterai ce que j'espère je suis. Et pour prendre une image que je vais regretter dès que je vais l'avoir dit, parce qu'elle est un peu... Enfin, une image. Pourquoi voudriez-vous qu'à 68 ans, je commence une carrière de politicard? Y a-t-il d'autres questions, mes chers collègues? Monsieur Pilet, avez-vous quelque chose à ajouter? Monsieur le Président, si vous me le permettez, nous avons parlé beaucoup de droit, et puis comme il m'a été à certains moments possible d'entendre des compliments certainement excessifs, je voudrais terminer peut-être par quelque chose d'un peu plus littéraire et vous dire à quel point votre rôle est évidemment important lorsque vous défendez les libertés, mais aussi lorsque, par la loi, vous essayez de faire en sorte que notre société soit meilleure. Vous êtes en plein dans l'humanisme. Alors, si je pouvais, j'aimerais bien vous dédicacer un vers de la langue française. Je n'irai pas le chercher dans les contemplations de Victor Hugo parce que je vous ai dit tout à l'heure que je serais un adepte consciencieux, objectif du bicamérisme. Alors je vais aller chercher chez le député Alphonse de Lamartine, dans ses méditations poétiques. C'est un vers qui vous va très bien. L'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. Mes chers collègues, la séance est ouverte. Nous allons procéder à l'audition de notre collègue et ancien ministre Jacques Mézard, qui est le candidat proposé par le président de la République pour siéger au Conseil constitutionnel. C'est la deuxième fois dans l'histoire, d'ailleurs, à ma connaissance, peut-être qu'il y en a d'autres exemples, en tout cas dans l'histoire récente, qu'un chef d'État fait au Sénat l'honneur de choisir l'un des siens pour siéger au Conseil constitutionnel. Et comme nous connaissons tous l'attachement de Jacques Mézard au Sénat, nous mesurons à son juste prix cet honneur que le président de la République nous fait à travers lui, naturellement. Je rappelle, mais je l'ai fait ce matin pour l'audition de François Pilet, que c'est en vertu des articles 13 et 56 de la Constitution que nous procédons à cette audition. Et en quelques mots, peut-être complétera-t-il, je parle sous son contrôle, je voudrais rappeler quelques-unes des étapes de la vie professionnelle d'abord et politique ensuite de Jacques Mézard. Jacques Mézard est avocat, donc un juriste au Conseil constitutionnel. Si sa nomination est confirmée à la suite du vote des commissions des lois des deux assemblées. Conseiller municipal d'Aurillac depuis 1983, il est devenu sénateur en 2008 et réélu en 2014. Et il n'a depuis lors interrompu son mandat parlementaire que pour rejoindre le gouvernement mis en place par le président de la République, d'abord comme ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, puis comme ministre de la Cohésion des territoires. Jacques Mézard était président du groupe RDSE, membre très actif de notre commission des lois. Il a rédigé pas moins de 24 rapports législatifs et d'information sur des sujets aussi divers et importants que les finances locales, les nouvelles technologies dans les territoires et l'aide juridictionnelle. Il est également à l'origine du statut général des autorités administratives indépendantes qui a été adopté en 2017 dans la continuité des travaux d'une commission d'enquête qui a fait date sur le sujet et dont il était le rapporteur. Durant son mandat parlementaire, il a consacré une part très importante de son engagement à la défense des territoires et à la préservation du pluralisme politique, ainsi qu'à la défense des libertés, notamment dans le domaine judiciaire auquel il était, avant d'être parlementaire, par profession, évidemment, très attaché. Vous savez que cette audition fait l'objet d'une captation audiovisuelle.
Elle est ouverte au public et à la presse. Nous voterons ensuite à bulletin secret sur cette proposition de nomination, sans délégation de vote, je vous le précise. Et puis, vous connaissez les règles sur les majorités qualifiées que l'on doit atteindre si on doit émettre un vote négatif qui empêche la nomination des personnalités pressenties pour siéger dans les différentes institutions qui font l'objet d'une énumération en application de l'article 13 de la Constitution. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots avant de laisser la parole à Jacques Mézard comme personnalité pressentie par le président de la République pour siéger comme membre du Conseil constitutionnel à la suite de notre ancien collègue Michel Charasse. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, je puis encore dire, mes chers collègues, je dois vous dire aussi l'émotion qui est la mienne d'être parmi vous pour cette audition, effectivement, et j'en remercie le Président Bas, avec lequel j'ai souvent travaillé sur des sujets qui nous ont tous passionnés. Le Président de la République m'a nommé sous la réserve du vote des commissions des lois des deux assemblées. Effectivement, surtout en ce moment, je pense que c'est aussi le témoignage de l'intérêt du Président de la République pour le Parlement et pour le bicamérisme. Et je pense qu'en le disant aujourd'hui, ce n'est pas un propos anodin. J'ai accepté cette proposition qui m'était faite à la suite d'une carrière que je pourrais essayer de résumer rapidement en trois parties. Je suis un juriste, je suis un élu local, encore, je suis un parlementaire. Juriste parce que François Pillet l'a relevé avec justesse ce matin. Nous avons entendu que, dans certains médias, que ce n'était pas bien d'envoyer des sénateurs au Conseil constitutionnel et pas des juristes. L'un n'empêche pas l'autre. Ayant pratiqué le droit pendant 54 ans, puisque j'étais entré à la faculté de droit de Paris à l'âge de 17 ans, j'y ai passé 11 ans comme étudiant et enseignant, comme vice-président étudiant de Paris 2 et pendant 5 ans membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'ai exercé la profession d'avocat sur le terrain pendant 37 ans jusqu'à mon élection au Sénat. Et puis je pense que membre de votre commission des lois depuis mon arrivée au Sénat, puisque j'ai démissionné du barreau lorsque je suis entré au Sénat, je peux dire que depuis 54 ans, je pratique le droit. Ce qui ne donne pas tous les atouts et tous les avantages, mais ce qui permet aussi de mettre les choses au point. J'ai exercé aussi un mandat local que je continue encore pour quelques jours à exercer, d'élu local, municipal, cantonal pendant plus de 14 ans, président d'une agglomération de 2001 à 2017 et sénateur puis et président du groupe RDSE depuis 2011 et sénateur depuis 2008. Et si je puis caractériser ce à quoi je suis attaché, je suis un citoyen de la République, attaché à la République. Et je dis souvent à mes concitoyens, on a des problèmes, tout n'est pas parfait dans ce beau pays de France, quelles que soient les majorités successives. Mais regardez quand même la chance, même quand vous avez des difficultés, et nombre d'entre eux en ont, regardez la chance que nous avons de vivre dans un pays tel que le nôtre, où l'on a le droit de s'exprimer, où l'on a cette diversité d'expression politique, cette tradition républicaine à laquelle nous sommes tous attachés. Je pense que si je puis résumer mes convictions, vous les connaissez, je les ai suffisamment rabâchées, si j'ose dire,
au cours de ces années de Sénat, je n'en changerai pas. Elles sont les miennes, j'y suis attaché. Et dans ces convictions, il y a le respect de la République, le respect des différentes sensibilités, ce qui pour moi est essentiel, et les fonctions qui m'ont été proposées, pour lesquelles vous avez à émettre un vote, je considère pour moi que si j'ai votre accord, je les exercerai avec cette conscience de la nécessité de faire vivre nos principes républicains. Certes, les évolutions sociétales, les évolutions technologiques sont considérables. Elles n'ont jamais été aussi accélérées et c'est un phénomène mondial. Il suffit de voir ce qui se passe, non seulement dans notre pays, mais à nos frontières, pour se rendre compte qu'effectivement, nos sociétés, leurs systèmes, et en particulier nos sociétés occidentales, doivent tenir compte de ces évolutions sociétales et technologiques. Mais il est essentiel d'avoir un cadre, d'avoir des principes fondamentaux qui nous rassemblent. Pas pour rien que notre Constitution, elle se réfère à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont le côté moderne est toujours aussi évident, au préambule de 1946 et à la Charte de l'environnement. Je crois que cette conviction que j'ai de la nécessité d'être fidèle à ces grands principes, tout en étant conscient de la nécessité d'évolution législative, sociétale, je crois que cet attachement aux grands principes est tout à fait essentiel. L'impartialité, bien sûr, mais je crois avoir été... On n'est pas parfait, on fait tous des erreurs, peut-être pas toujours voté comme il aurait fallu, mais en tout cas, je l'ai voté en conscience. Et puis, je crois que j'ai un attachement viscéral à la liberté et à l'indépendance. Si je siège au Conseil constitutionnel, si vous donnez ce feu vert, je continuerai à être un homme libre et indépendant. Notre collègue Simon Sutour parlait de la nécessité de l'ingratitude ce matin, et je comprends parfaitement cela, parfaitement, car le Conseil constitutionnel est un lieu où l'impartialité, la liberté et l'indépendance est un devoir et une nécessité. Voilà, rapidement, chers collègues, la manière en tout cas dont je peux synthétiser ce que j'ai essayé de faire pendant ces années avec cette triple expérience, et puis, bien sûr, cette connaissance du Parlement, aussi du gouvernement, puisque j'y ai passé 17 mois. Et c'est intéressant d'avoir vu, et le président Ballesé, il l'a fait, le côté parlementaire, le côté aussi exécutif. Je le ferai aussi avec humilité. J'ai beaucoup parlé pendant ces années, comme avocat et comme parlementaire. Je sais aussi ce qu'est le secret professionnel et le silence. Donc, je pourrai m'adapter à ce devoir de silence. Voilà, chers collègues, rapidement, la manière dont je vois les choses. Bien, je voudrais vous dire que j'ai été bien sûr attentif à votre propos, que je vous y ai intégralement retrouvé, tel que vous êtes. Ce qui est déjà important parce que la dimension de la sincérité est également essentielle quand on a les engagements publics que vous avez. Mes chers collègues, c'est maintenant à vous de poser des questions. Monsieur Lecomte est le premier. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, j'ai pu témoigner, ou j'ai pu constater votre liberté en étant votre voisin souvent en commission des lois, et je ne doute pas que vous en ferez usage pendant ces prochaines années. J'aurais trois questions à vous poser. Lors du début de la discussion sur la réforme constitutionnelle à l'Assemblée nationale, on a eu l'impression que les députés voulaient considérer qu'il pouvait être utile qu'un certain nombre de droits qui aujourd'hui n'étaient pas inscrits dans la Constitution deviennent et soient inscrits dans le marbre de notre Constitution.
Qu'est-ce que vous pensez en général de cette tentation qui s'exerce actuellement de vouloir rétablir et établir au niveau constitutionnel un certain nombre de principes qui jusqu'à présent sont établis par la loi? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance? Deuxièmement, en matière fiscale, et en tant que sénateur des Français de l'étranger, on le constate, il y a des intersections et des contradictions parfois entre la jurisprudence du Conseil constitutionnel et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui laisse en plan des situations non conformes au droit et qui posent problème. Est-ce que vous pensez que sur ces questions de conformité au droit européen, le Conseil constitutionnel doit rester dans le périmètre actuel de son action, ou est-ce qu'il faut s'en remettre à la Cour de justice de l'Union européenne? Enfin, troisième question, quel est le sentiment que vous avez sur la manière dont, en tant que notre commission, a appliqué l'article 45 de la Constitution ces derniers temps? Monsieur Mézard. Là, la science du sénateur Lecomte sur les questions difficiles. Mais sur la première, vous savez, je regardais, il y a eu... la Ve République a amené une stabilité dans nos institutions. Elle a néanmoins été révisée, je crois, 24 fois. Bon, ce qui doit aussi nous interpeller sur cette tendance que nous avons dans ce pays à constamment modifier, réviser. Ça ne veut pas dire que tout doit être gravé dans le marbre, mais nous avons au niveau, je le crois, des grands principes du droit, un socle qui est très large, qui balaye, je crois, l'essentiel des principes de la vie en société. La loi, c'est quoi? C'est l'organisation des relations entre les hommes et les femmes. Voilà. Bon. C'est l'organisation de la vie en société. Bon. Bien sûr, il y a des évolutions sociétales que nous connaissons qui, je l'ai dit tout à l'heure, ont été profondément accélérées ces dernières années. Alors, constamment, ça a été fait, d'ailleurs souvent à bon escient, mais constamment rajouter dans la Constitution un certain nombre de choses. Bon, je dirais que je n'ai pas d'opposition systématique et de principe, mais quand nous disons souvent la loi est bavarde, il ne faudrait pas que la Constitution devienne bavarde. Deuxième question qui est délicate en droit, que vous posez à juste titre, sur le plan fiscal, entre les contradictions qu'il pourrait y avoir entre la jurisprudence du Conseil constitutionnel et celle de la Cour de justice des communautés européennes sur les questions fiscales. Vous savez quelle est la position du Conseil constitutionnel par rapport aux questions de conventionnalité, bon, avec un certain nombre de décisions qui ont quand même marqué très clairement que ce n'était pas le rôle et la mission du Conseil constitutionnel, sauf cas exceptionnel comme la décision Jérémieff de 2013 sur le domaine de la conventionnalité et de la question préjudicielle qui a pu être posée à l'époque par le Conseil constitutionnel et la réponse de la Cour de justice. Je crois plus au dialogue. Je pense qu'il est nécessaire, d'ailleurs ça se passe souvent, qu'il y ait un dialogue du droit entre les différentes institutions. Et puis on voit aussi que sans que ce soit réalisé de manière formelle, cela fonctionne. Nous avons ici au Sénat, et je crois que j'avais déposé la première proposition de loi concernant la garde à vue après l'arrêt, pas de la Cour de justice, mais de la Cour européenne des droits de l'homme sur la garde à vue en 2010. Il y a eu manifestement une évolution des décisions et une ouverture faite par le Conseil constitutionnel à l'époque
tenant compte d'arrêts de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors certes, vous soulevez une difficulté technique, pratique, mais je pense que je ne crois pas qu'il soit bon. Vous parlez d'ouverture du périmètre, je ne pense pas qu'il soit opportun d'aller au-delà. Sur votre troisième question, c'est l'article 45 qui revient en ce moment régulièrement, qui est vécu par nombre de parlementaires comme une atteinte, disons les choses telles qu'elles sont, au droit d'amendement et au droit des parlementaires. Étant un parlementaire, encore pour quelques jours, si vous le voulez bien, et ayant constamment défendu le droit d'amendement, si je disais que je suis insensible à la question, vous me croiriez difficilement. Mais là aussi, je crois qu'il faut qu'il y ait des efforts réciproques. Parce que l'article 45, le lien direct ou indirect avec l'objectif du texte législatif, il y a une question d'interprétation. On voit de plus en plus que c'est soulevé. Je crois qu'il est nécessaire aussi qu'on arrive à un équilibre. Disons les choses clairement, on dit souvent, on l'entend, que nos lois sont trop bavardes. Bon, nous le disons nous-mêmes. Quand un texte arrive avec quelques dizaines d'articles, il arrive aussi qu'il sorte du Parlement avec quelques centaines d'articles. Bon, c'est aussi quelque chose qu'il faut entendre. C'est-à-dire que je crois qu'il est nécessaire que la loi soit le plus possible lisible, intelligible. Bon, et que à ce niveau-là, disons que autant je suis attaché au respect de l'expression parlementaire, au amendement, autant je pense que nos assemblées doivent aussi faire un certain nombre d'efforts qui ont commencé pour améliorer la situation. Merci de cette réponse très circonstanciée. Madame Nathalie Delattre. Merci, Président. Monsieur le ministre, avant de poser une question, il m'est donné l'occasion de vous dire toute ma fierté de vous voir appelé au Conseil constitutionnel parmi les sages, puisque vous en avez toutes les qualités, notamment en matière de sagesse, et vous dire toute mon émotion, à vous que je connais depuis longtemps dans le cadre de nos fonctions politiques radicales, vous qui m'avez parrainé pour venir dans ce groupe RDSE et vous qui, en quelque sorte, m'avez cédé ce poste de vice-présidente de la Commission des lois, vous dire combien vous allez nous manquer. Alors la question, l'une des réformes majeures du Conseil constitutionnel a été, à mon sens, l'introduction en 2008 de la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. Elle a permis de rapprocher le citoyen de ces institutions et aujourd'hui on voit, comme l'actualité nous le rappelle, qu'il est primordial de pouvoir effectivement faire mieux connaître du grand public nos institutions. Le président Fabius a fait part de son souhait de délocaliser les audiences de QPC en région, une fois par trimestre, suite à l'expérimentation qui a été faite il y a une semaine à Metz sur des questions relatives au Code de la sécurité sociale ou au droit locatif. Que pensez-vous de cette initiative de délocalisation des audiences publiques de QPC, vous, l'homme de proximité et des territoires? Le Conseil constitutionnel peut-il aller plus loin dans cette démarche? Si oui, comment? Merci. Monsieur Mézard. Merci, Madame la sénatrice, de vos propos. Je crois que nous recherchons tous ceux qui ont des responsabilités dans ce pays, le moyen d'arriver à davantage de proximité avec l'ensemble de nos concitoyens. Le Conseil constitutionnel aussi. Et les décisions qui ont été récemment prises de tenir
les audiences délocalisées, de communiquer, d'avoir un site exprimant et des documents exprimant de manière synthétique et lisible ce que fait le Conseil constitutionnel, va dans le bon sens. Moi, j'y suis tout à fait favorable. Et je remarque par rapport aux précédentes questions qu'au niveau des décisions du Conseil constitutionnel, il y a manifestement un effort de clarté, de lisibilité pour être à la portée de nos concitoyens. Car ce qui nous pose problème de plus en plus dans l'évolution législative réglementaire, c'est l'incompréhension parce que c'est trop compliqué, parce que c'est parfois mal exprimé qu'ont nos concitoyens par rapport à ces textes, à la profusion d'ailleurs de nos textes dans ce pays. Et je note que les décisions du Conseil constitutionnel sont lisibles, compréhensibles, et je crois que c'est tout à fait utile et exemplaire. Merci de cette réponse, Monsieur Patrick Caner. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Jacques Mézard, notre collègue, pour l'instant, Jacques Mézard nous a rappelé ses convictions fortes et intimes, et je pense qu'il voulait entre autres évoquer la notion de laïcité. Le Conseil constitutionnel, de fait, est aussi garant de notre modèle très original de notre pays en la matière, et je voulais interroger le futur potentiel membre du Conseil constitutionnel sur les évolutions qui sont aujourd'hui dans l'air sur une éventuelle modification de la fameuse loi de 1905 qui est la garante aujourd'hui de ce modèle exceptionnel, extraordinaire, mais qu'il nous faut défendre. Naturellement, je ne vous interroge pas, M. Mézard, sur un texte qui n'est pas encore connu, mais sur votre sentiment profond en la matière et la place de la laïcité et comment le Conseil constitutionnel doit la préserver dans notre pays. Merci, Monsieur le Président, merci de cette question, qui est une question, pour moi, je peux dire pour nous, fondamentale de la vie de notre République. Et d'ailleurs, notre texte fondamental dit que la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Bon. Donc le deuxième terme utilisé est laïque. La laïcité, nous le savons tous, c'est vraiment la volonté de respecter l'ensemble des opinions, des croyances. Nous avons vécu dans notre longue histoire bien des épisodes difficiles, ce qui se passe d'ailleurs dans nombre de pays aujourd'hui, et malheureusement encore plus dans les années présentes, est la démonstration de la nécessité de préserver cette laïcité à la française, qui respecte les opinions et les croyances des uns et des autres, en permettant dans la sphère privée de croire ou de ne pas croire, d'exercer ses croyances ou de ne pas le faire. Bon. Vous avez parlé de l'évolution de la loi de 1905 par rapport à mon engagement politique, Monsieur le Président. Je n'ai pas changé d'engagement politique depuis l'âge de 17 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer dans la vie, mais c'est ainsi. Je constate que la loi de 1905 a été modifiée à nombre de reprises. Oui. Parce que quand j'entends dire que c'est un bloc qui remonte à 1905 et qu'il ne faut surtout rien changer parce que ça a été modifié à de multiples reprises. Et d'ailleurs, je puis déplorer qu'elle n'ait pas été toujours appliquée dans certaines dispositions, y compris de sanctions, qui n'ont pas été utilisées ou très rarement utilisées. Moi, qu'il y ait une modification pour améliorer, si c'est possible, dans le sens que je viens de dire, sur le principe de la modification, ça ne pose pas de problème. Ce en tout cas, à quoi je suis attaché, c'est que l'essence même de ce qu'est la loi de 1905 et ses principes de laïcité soit respectée, préservée. C'est ça, en tout cas,
mon sentiment profond. Je ne sais pas si j'ai répondu précisément, mais voilà en tout cas quelle est ma conviction. Merci de votre réponse, Madame de La Gontrie. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais demander à notre collègue Mézard la même chose que ce que j'ai demandé ce matin à notre collègue Pilet. Vous êtes toujours encore pour quelques heures parlementaire. Vous avez été ministre. Quelle sera votre attitude lorsque un texte, soit que vous avez porté, soit que vous avez voté, soit que vous avez combattu, viendra devant le Conseil constitutionnel, soit aujourd'hui, soit à l'occasion d'une QPC? Je ne voudrais pas plagier la réponse de François Pilet, mais bon, elle est à peu près identique. Au-delà de la non-règle de déport, il est évident qu'en fonction de la situation, il est des cas où on est très légitimement amené, à mon avis, à se déporter. Que ce soit sur des textes que j'ai connus comme ministre, bien entendu, ou sur d'autres textes. Il y a quelques jours, peut-être hier ou avant-hier, je prends un exemple que j'ai relevé, une QPC qui est arrivée concernant les biens de section. Or, la proposition de loi sur les biens de section, c'est moi qui l'ai portée, c'est un texte que j'ai porté et que le Sénat a voté, puis l'Assemblée nationale. Il est bien évident qu'il me paraît difficile, ayant été l'auteur de la proposition de loi, ensuite d'intervenir sur un sujet que j'ai porté. Bon, ça ne veut pas dire que je n'aurais pas envie de le faire, mais je ne pense pas que ce soit opportun. Merci de cette réponse, Madame Muriel Jourda. Merci, Monsieur le Président. Une question qui est peut-être directement dans la suite de celle qui vient d'être posée. Que pensez-vous de la présence des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel? Monsieur Mézard. Nous parlons bien évidemment pour l'avenir. Bon. Ayant défendu publiquement au Sénat une position visant à faire évoluer les choses pour que ce ne soit plus une présence de droit pour l'avenir, je ne vais pas changer d'opinion. Il faut dire aussi que les choses ont changé. Il y a le quinquennat. Bon. Si c'était appliqué, puisque vous avez constaté que plusieurs présidents de la République ont décidé de ne pas siéger. Aujourd'hui, le président Giscard d'Estaing siège depuis le début, de manière avec beaucoup de force et de présence. Les autres ont décidé de ne pas siéger. Je pense que l'évolution, effectivement, c'est de mettre fin à cela, non pas que l'expérience d'un président de la République ne serait pas utile, mais qu'on arriverait surtout avec le quinquennat et le nombre de présidents de la République à un bouleversement, je dirais, de l'équilibre institutionnel qui poserait problème. Madame Mercier. Merci, Monsieur le Président. C'est plus une réflexion qu'une question. Mon cher collègue, j'avais la chance de vous avoir juste en face de moi lors de nos réunions de la Commission des lois. Et je dois dire qu'à chaque fois que vous pointiez le doigt, nous tendions non seulement l'oreille, mais notre cerveau, parce que vos explications étaient toujours un peu corrosives. Mais je voudrais signaler toujours votre liberté de ton. On a l'impression que vous n'étiez enfermé dans aucun dogme. Donc j'aimerais juste vous souhaiter bonne chance au Conseil constitutionnel, vous dire comme vous l'avez toujours fait, ne pas oublier les territoires, ne pas oublier les élus locaux, ne pas oublier les maires. Merci de vos propos, me décrivant de manière un peu corrosive. Mais cette liberté, cette indépendance, j'y ai tenu toute ma vie. Ça n'a pas forcément facilité mes élections, parce que, mes chers collègues, quand on n'est pas dans un grand parti, c'est parfois plus difficile. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de grands partis. Ne nous méprenons pas. Et on peut être indépendant et libre dans tous les partis, et j'en connais qui sont libres et indépendants dans toutes les sensibilités politiques. Mais effectivement, je crois que c'est important de ne pas avoir d'a priori. J'ai des convictions très fortes,
Mais je pense que l'écoute, je parlais d'humilité tout à l'heure, l'écoute, de se dire que si l'autre pense différemment, il y a vraisemblablement une raison. Et il m'est arrivé, vous voyez, de modifier certains votes par rapport à la majorité, par rapport à l'opposition. C'est la tradition de mon groupe, justement en fonction de l'écoute. Et je pense que c'est ça qui est important, de se dire que il y a peut-être, si on n'est pas d'accord, une raison que on n'a peut-être pas bien tout compris au départ, ou on n'a pas eu les bons arguments. Et je pense que c'est ça l'intérêt du dialogue et de l'écoute. Y a-t-il d'autres questions, mes chers collègues? Oui, Madame Canaillé. Oui, merci, Monsieur le Président. Et pour rebondir sur ce que vient de justement dire ma collègue, effectivement, ce qui fait la force du Conseil constitutionnel est la liberté de ses membres. Et je suis certaine qu'à ce titre-là, vous saurez très bien trouver votre espace et garantir cette liberté qui est votre force. Mais cette liberté, elle ne peut s'assurer qu'au sein d'un organisme indépendant et autonome. Et pensez-vous que le Conseil constitutionnel a véritablement cette indépendance et qu'elle vous permettra d'avoir cette pleine jouissance de votre liberté revendiquée? Écoutez, c'est l'expérience. Mais je crois que lorsqu'on lit, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé depuis l'origine du Conseil constitutionnel, puis les évolutions aussi, et puis l'arrivée de l'AQPC a profondément modifié les choses. Quand on voit l'ensemble des domaines sur lesquels le Conseil constitutionnel a été amené à rendre des décisions, on se rend compte effectivement que ça balaie tous les aspects de la vie. Mais moi, le sentiment que j'ai de l'extérieur, pour l'instant, c'est que, d'une manière globale, le Conseil constitutionnel a fait preuve justement de cette impartialité, avec des décisions qui parfois ont pu surprendre. François Pillet, ce matin, a répondu à une question qui était difficile, sur quelle est la décision qui vous a peut-être le plus marqué. J'étais dans mon bureau et je regardais et je disais à mes amis qui étaient avec moi, il va répondre à la décision sur la fraternité. Ah oui. Ouais. Vous voyez, alors je ne sais pas si c'est notre côté sénatorial, enfin notre sensibilité, pas politique, mais j'ai dit ça. Et effectivement, quand on lit la décision qu'il a très bien expliquée ce matin sur la fraternité, je pense qu'on voit que le Conseil constitutionnel prend des décisions qui sont très adaptées aux évolutions sociétales, avec beaucoup avec cette impartialité. Donc, c'est le sentiment que j'ai. Bon, ça ne veut pas dire, Madame la sénatrice, que, comme parlementaire, j'ai toujours été satisfait des décisions du Conseil constitutionnel. Je l'ai saisi indirectement une fois sur la fusion de régions. Le président Bass s'en souvient. Sur les études d'impact, j'ai pas été. Et puis une autre fois, j'ai fait un recours auquel il a été fait droit. Donc, mais c'est ça aussi la vie démocratique. Je ne vois pas d'autres mains se tendre. Je remercie tous les collègues qui sont présents à cette audition et qui ont posé des questions aussi. Et les autres ont été très attentifs à vos réponses, comme nous tous. Et par conséquent, nous arrivons maintenant au terme de notre audition. Vous allez être auditionné dans à peu près 1 heure, je crois, par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Nous procéderons, nous, maintenant au vote, mais nous ne le dépouillerons pas tout de suite. Oui, nous le dépouillerons en même temps que l'Assemblée nationale. Et donc, quand l'Assemblée nationale aura achevé sa propre audition, elle pourra faire le dépouillement. Nous nous tenons au courant, minute par minute, du développement de l'audition à l'Assemblée nationale. Et quand nous serons prêts, je quitterai la séance où nous examinons un texte à partir de 16 heures
avec les assesseurs et ceux d'entre vous qui souhaiteront nous rejoindre pour s'assurer de la sincérité du dépouillement, bien sûr. Les portes resteront ouvertes, mais c'est seulement à ce moment-là que nous connaîtrons le résultat du vote. Il ne me reste plus qu'à remercier Jacques Mézard, à lui dire, sans préjuger du vote qui va avoir lieu tout à l'heure, qu'en ce qui me concerne, je ne me prononce pas au-delà de l'impression que me laissent ces années de travail en commun, j'ai apprécié en lui un très grand parlementaire déterminé, convaincu, mais en effet amoureux de la délibération parlementaire, prêt à discuter, à s'enrichir du point de vue des autres et surtout apportant au Sénat, outre ses qualités juridiques évidentes, l'expérience du lien indestructible qu'un élu doit avoir avec ses concitoyens et son territoire. Et je pense que ces qualités-là sont des qualités qui sont très utiles dans une fonction de juge suprême. Et puis je dis aussi à Jacques Mézard que j'ai confiance que dans la période que nous vivons, où des sentiments mauvais se répandent dans la société française, être un gardien de nos libertés agissant au nom de la Déclaration des droits de l'homme et des garanties fondamentales que comporte la Constitution pour le respect des droits de l'homme, c'est une mission absolument fondamentale, absolument éminente et qui peut un jour devenir même historique. Voilà, je le remercie beaucoup. Merci Monsieur le Président et merci mes chers collègues aussi pour toutes ces années de travail en commun. Au terme de ces deux auditions, le Sénat a donc validé l'entrée au Conseil constitutionnel de Jacques Mézard et de François Pillet. Et vous l'avez vu, ces deux hommes ont pu émettre un dernier avis un peu politique avant d'entrer dans la réserve des sages de la rue Montpensier. Jacques Mézard s'est opposé à une nouvelle révision de la Constitution qui est pourtant dans le projet d'Emmanuel Macron. Et puis François Pillet a critiqué l'idée d'un référendum d'initiative citoyenne, grande revendication portée par les Gilets jaunes. Selon lui, la question d'un référendum est trop simpliste par rapport aux nuances que permet d'apporter le débat parlementaire. Et puis je le rappelle, l'Assemblée nationale a validé hier la candidature au Conseil constitutionnel d'Alain Juppé. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée et très bon week-end sur les chaînes parlementaires.